Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine. La nouvelle expression parle de Kribi, 14 élèves exclus du lycée. C'est le titre proposé par le journal ce matin. Mais le journal explique qu'ils étaient impliqués dans une sinistre affaire de tournage d'une vidéo obscène au sein du lycée bilingue de la cité des balnéaires du Sud. Tout cela, on découvre en page 2 du journal La nouvelle expression ce matin qui parle également de nécrologie. Adoum Gargoum n'est plus le ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures, chargé du monde islamique, c'est donc éteint à Yaoundé. On le découvre la suite en page 2 du journal ce matin également. Le journal s'intéresse par l'étranglement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La stratégie des tout dit, donc on parle de l'armée, l'arme de destruction la plus puissante contre la nouvelle opposition aura été donc la réduction du mouvement pour la nation du Cameroun, en partie Baham, puis Bambileke, en page 2 ce matin. Autant d'informations à lire dans la nouvelle expression également ce jour, disponible en kiosque qui parle de rébellion contre l'État. Iya Mohamed, indexé, le conseil de l'ex-directeur général. La Sodécoton a fait une mise au point au sujet d'une vidéo qui le présente comme un des leaders d'un mouvement insurrectionnel. C'est en page 3 du journal en kiosque ce matin. Toujours dans la presse, on découvre Mutation qui parle donc de médicaments de Monseigneur Clédard. Gratuité payante, c'est ce que le journal propose. Le journal présente deux produits qui sont vendus donc sous cap donc à 20 000 francs CFA la dose, alors que le fabricant par ailleurs Archevêque de Douala prêche donc la gratuité. On le découvre également en page 9. Le journal parle aussi du probatoire et baccalauréat 2020. Où sont les frais de correction? C'est ce que le journal propose comme question. Et en page 11, on découvre quelques éléments de réponse. Ce matin, le journal s'intéresse à autre chose aussi. Je vous invite à lire. D'ailleurs, le Messager parle de crise anglophone, la dictature de l'agonie. C'est le titre proposé par le journal ce matin. Le journal qui, le titre ici, parle du député français au verbe haut, Sébastien Darrault, qui fait donc le procès du ministre des Affaires étrangères et notamment et jette donc un regard critique sur l'implication de la France dans la gestion même des crises au Cameroun. On le découvre en page 10. Le journal parle également des discours de Rennes, l'offensive de la commission Moussongué, à lire en page 9 du journal en kiosque ce matin également. Le journal est donc disponible avec d'autres points importants aussi que je vous invite à découvrir. Tout comme Émergence, qui parle notamment du coronavirus, les Camerounais abandonnés donc à eux-mêmes. On le lit également dans le journal, en kiosque ce matin. Il y a également, on parle de la Guinée équatoriale, vérité sur les explosions de Bata. Et on s'intéresse à la Journée internationale de la femme, célébration sur fond de coronavirus, à lire dans le journal Émergence. Autant d'informations à lire dans ce numéro en kiosque ce matin. Le journal Repère parle de l'administration pénitentiaire de Jérôme en flagrant délit, c'est ce que le journal propose, et d'autres informations également dans le numéro de ce matin. Journal Kalara qui parle également du blocage. Le TCS donc ignore les ordres de Ferdinand Gongor au profit de Basile Atanganakuna. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal fait savoir que la demande de levée des scellés sur les comptes de l'ancien ministre suspendu jusqu'à la fin du procès. Le remboursement de 1,2 milliard de francs CFA ajourné. L'arrêt des poursuites également, donc ordonné par la présidence de la République, n'est pas notamment à l'ordre du jour. Donc Kalara dévoile notamment les arguments des juges dans le numéro de ce matin en page 4 précisément, dont je vous invite à lire aussi. On parle de nécrologie, enfin des hommages pour le bâtonnier Chakounte Patié, c'est à lire également dans le journal Kalara, en kiosque ce matin. L'autre journal disponible, c'est bien entendu le journal Économie, qui parle des ECAF, comment l'ABAD apporte notamment son appui au processus d'intégration. Autant d'informations aussi à lire dans le journal. Cameroun Tribune parle notamment des mesures barrières contre le Covid-19, l'insouciance de tous les dangers. C'est à découvrir dans le dossier ce matin. Le journal parle également de la bataille, donc le bail de la discorde aussi, avec notamment d'autres informations dans le journal, le journal Cameroun Tribune de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue, avec déjà nos invités sur ce plateau. Donald Brice Kamgar, bonjour et bienvenue. Flavien Malondongo, bonjour, je vous souhaite bienvenue, on se comprend. Je souhaite également bienvenue à Kaminele, que je n'ai pas vu depuis quelque temps, et un chaleureux bonjour à nos téléspectateurs, notamment ceux qui nous écoutent ce matin à Doumé. C'est dans la région de l'Est de Cameroun. Oui.
Merci. Bonjour Kaminele, bienvenue. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour Donald Bruskamgang, qui m'a manqué. Il fait bien de le dire. Il vous a manqué. Oui, il m'a manqué. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour spécialement aux promoteurs des agences de voyage qui savent très bien ce que leur coûtent les accidents ces derniers temps, non seulement au niveau de leur propre matériel roulant qu'ils perdent, parce que perdre un bus de 150, 200 millions dans un accident, avec en plus des passagers qui meurent là-dedans, ce n'est jamais chose acceptable. Mais seulement, je dis bonjour à ces opérateurs économiques parce que ils sont en train de voir que la révolution, l'évolution tranquille du ministère des Transports en leur faveur est en marche. Après, par exemple, la grande concertation de Bafoussam, où on a vu le ministre des Transports face aux transporteurs, aux syndicats des transporteurs et aux autorités administratives. Le ministre des Transports avait promis comment on appelle ça là, des radars mobiles qui ont été mis en place moins d'une dizaine de jours plus tard. Et maintenant, dans le sens toujours de ces résolutions, il avait dit que tous les chauffeurs de bus allaient être identifiés et localisés. Ce qui fait que, vous savez, il y a parfois dans ces agents de voyage des... C'est une opération difficile? Difficile, elle est difficile parce que, vous savez, il y a beaucoup de chauffeurs, d'anciens chauffeurs de camions de sable qui deviennent des chauffeurs de bus aujourd'hui. Il y a d'anciens motoboys qui deviennent des chauffeurs d'autobus. Or, maintenant, le ministre des Transports a demandé que non seulement le profil et les permis de conduire de tous ces chauffeurs de camions, du moins d'autobus de transport soient maintenant relevés, envoyés au ministère des Transports et surtout conservés de telle manière qu'on a le profil de chaque chauffeur dans chaque agence de voyage. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important. La difficulté, effectivement, sera il faudra que cette banque soit tout le temps réactualisée de telle manière qu'après un accident, il ne faudrait pas qu'un chauffeur à qui on a suspendu le permis de conduire aille se faire embaucher dans une autre entreprise et continuer à travailler. D'accord. Alors, c'est une information, merci pour ce que vous donnez comme information ce matin. On le sait et on sait quand même que ça fait partie des projets du ministère des Transports, même si quelques chefs d'entreprise voient un peu des difficultés à le mettre à jour, à mettre cette actualité, ou alors actualiser ces fichiers des chauffeurs. La nouvelle expression qui parle de Kribi, 14 élèves exclus du lycée, Donald Bruskamgang, ils étaient impliqués dans une sinistre affaire de tournage de vidéos obscènes. On a décidé autrement. Oui, la décision du conseil de discipline du lycée bilingue de Kribi dans le sud était attendue. Vous savez que les vidéos obscènes diffusées par une vingtaine d'élèves, je crois 20 exactement, du lycée bilingue de Kribi, ces vidéos-là ont fait le tour de la toile et ont défrayé la chronique. On y voit des jeunes filles et garçons en tenue de classe dans une salle de classe et qui se livrent à des exactions et scènes obscènes au sein même de l'établissement. Alors ça a créé un véritable tollé. Les autorités ont été alertées, les responsables de l'établissement interpellés et une session de conseil disciplinaire a été convoquée avec la présence des parents. Les discussions ont été très houleuses, parfois jusqu'à 23h le soir. Et il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, donc, les parents ont reçu chacun les décisions concernant leurs enfants impliqués donc, dans cette affaire controversée. Le lycée a par ailleurs tenu samedi une assemblée générale extraordinaire présidée exceptionnellement par le préfet du département de l'océan, Noubelo, qui a instruit que, au-delà de cette exclusion, que ces enfants puissent bénéficier d'un accompagnement psychologique parce que de toutes les façons, ils restent nos enfants et qu'il faudrait bien pouvoir les accompagner à sortir de cette mauvaise passe. Mais l'actualité de Kribi, qui a été suivie par celle de Kumba, qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans la presse écrite, puisque nous, sur Equinox, nous avons fait écho de la découverte à Kumba d'un groupe de 50 élèves retrouvés en plein partose. La partose, évidemment, c'est les relations sexuelles de façon collective à Kumba. Cette autre actualité n'a pas été très relayée par la presse écrite. Mais tous ces actes obscènes au sein des établissements scolaires, ou en tout cas
dans l'environnement éducatif pose des problématiques plus importantes sur lesquelles je pense qu'on reviendra tout à l'heure. Très bien, on est parti, Camille Nélé, à côté du titre proposé par la nouvelle expression ce matin, on est parti déjà de ces agressions à armes blanches que menaient des élèves. Aujourd'hui, on constate que c'est plutôt une autre activité qui prend de l'ampleur. Une activité en réalité qui existe depuis très longtemps, mais qui n'avait pas encore été portée à la connaissance du grand public. Surtout qu'on se demande même comment ces jeunes qui se livrent à ces espèces de partous peuvent avoir le courage de les envoyer sur la toile et courir le risque d'être identifiés et par leurs propres parents et par leurs propres par les membres de leur propre famille. Bon, mais il faut dire que ce qui s'est passé à Kribi, il fallait effectivement une réaction, il fallait une sanction. Le conseil de discipline et la direction du lycée ont siégé, ils ont pris un certain nombre de mesures. Mais moi, je pense que ces mesures sont assez discutables. Parce que l'exclusion de ces élèves ne règle pas complètement le problème. Il est vrai que c'est une mesure extrême. Il est vrai que ces élèves ont posé un acte extrême qui mérite effectivement l'exclusion. Mais les exclure, c'est sanctionner en même temps aussi leurs propres parents. C'est sanctionner leur année scolaire. Et c'est pour cela que, par exemple, sur proposition du préfet, cette autre mesure qui consiste à assurer un suivi psychologique des élèves. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans le suivi psychologique. Vont-ils continuer à recevoir des cours par correspondance ou par le net ou par on ne sait trop comment. Mais c'est une mesure intermédiaire qui, en réalité, a peut-être sanctionné l'acte assez grave que ces élèves ont posé, mais qui ne règle pas le problème. Moi, je pense que les établissements scolaires et autant de Kribi, de Bamenda et partout ailleurs au Cameroun devraient être davantage surveillés. Ces surveillants qui sont là devraient normalement faire le tour de toutes les salles à toute heure, de jour comme de nuit, pour s'assurer qu'à l'intérieur de ce lycée, de ce collège, il ne se passe pas des choses anormales. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par là, être assuré qu'il y a une sécurité et surtout il y a un œil qui regarde partout. Moi, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, exclure ces élèves. Oui, mais. Voilà. Alors, Donald Biscanga, on pense quand même que si tout cela peut arriver aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la morale qui a disparu. C'était un cours également que l'on apprenait, ou l'on enseignait aux apprenants dès le primaire. Oui, c'était déjà bien à l'époque d'enseigner la morale, mais vous pouvez tenir tous les discours sur la morale que vous souhaitez, mais si nous évoluons dans un environnement où la morale ou la pratique, l'exercice quotidien, la morale n'est pas la référence, n'est pas quelque chose de célébrer, d'exalter et de souhaiter, cela sera un discours totalement vaseux et qui ne servira à rien du tout. Ce qui se passe dans nos établissements nous rappelle que nous avons échoué dans la politique éducative. S'il y a une politique éducative chez nous, Camille parlait tout à l'heure de la disponibilité des enseignants, de la faillite des enseignants. Au-delà de la faillite des enseignants, je rappelle que Kribi, le lycée bilingue de Kribi a environ 5000 élèves. Ça demande la ressource humaine en termes de surveillants généraux, de surveillants de secteur. On entend rarement parler dans les établissements scolaires en termes d'enseignants. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des surveillants généraux ont des heures de cours qui ne leur permettent pas d'assurer le suivi quotidien qui est attendu d'eux, des apprenants. Donc, il y a une question de ressources. J'ai essayé de regarder quel est le budget qui est affecté au ministère en charge d'éducation, qu'on a segmenté en 3, enseignement supérieur, enseignement secondaire et éducation de base. On est à 570 milliards de francs CFA pour l'année 2021 qui a commencé. C'est extrêmement minable. Ces établissements ont souvent évolué dans quel environnement? Évoluent dans l'environnement social qui est imbibé par la consommation des stupéfiants, les grands bandits qui peuvent, dans certains cas où il n'y a pas de clôture, ou même lorsqu'il y en a, peuvent être influencés. L'environnement intérieur de l'établissement peut être influencé par les grands bandits, les fumeurs de chambre qui sont tout autour et donc influencent ceux qui sont au sein de l'établissement. Mais aussi une mutation aujourd'hui de la délinquance juvénile avec la présence des médias classiques et médias sociaux notamment. Il y a 10-30 ans en arrière qu'il n'y aurait pas eu
ce buzz qu'il y a eu autour de cette vidéo parce qu'il n'y avait pas de téléphone Android. Aujourd'hui, tout le monde en a accès. Et c'est grave ici parce que ça s'est déroulé dans l'enceinte même. Et dans une salle de classe, il y a 1 heure de pause. Donc, alors, vous voulez nous rappeler que ça existe, ce sont des partis qui existent? Oui. Et qui n'ont pas connu cet écho parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et autres. Oui, et qu'il faudra adresser. C'est une mutation de la délinquance juvénile qui vient s'ajouter à d'autres défis auxquels nous faisons face. Notre éducation aujourd'hui est complètement à lambeaux avec une désacralisation de l'éducation en commençant par l'enseignant qui est un acteur clé dans l'encadrement des élèves dont nous parlons ce matin. Regardez comment est-ce qu'on entre à l'école normale, c'est le marchandage. Regardez comment est-ce qu'on clochardise les enseignants. La plupart qui sont dans le public sont obligés de se rabattre souvent sur le privé pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Tout cela est compliqué. Est-ce qu'il y a une politique éducative? Depuis 2012, le gouvernement a promis un forum national pour adresser l'ensemble de ces problématiques, entre autres le bien-être de l'enseignant, le statut de l'enseignant. Tout cela sont des questions qui doivent être adressées de façon intelligente pour pouvoir donner la vision de l'école que nous voulons. Quel type de citoyen, d'élèves est-ce que nous voulons former? Toutes ces questions ne me semblent pas avoir une réponse claire dans la façon dont les pouvoirs publics adressent les questions éducatives. Alors, les enseignants, Donald Bis parle des enseignants qui sont en partie responsables, vous pour la plus grande partie responsables, et ils diront à leur tour que ce sont des parents. Non, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est facile de trouver comme bouc émissaire les enseignants, mais en fait, la mentalité la mentalité des élèves, ça commence d'abord par la maison. Les parents, l'éducation que les parents donnent à leurs enfants, le respect d'un certain nombre de règles vraiment carré, bien compassé, qu'on donne à l'enfant. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Les parents doivent surveiller les fréquentations de leurs enfants. Les parents doivent s'assurer qu'à 17h, leur enfant est à la maison. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants ne s'habillent pas n'importe comment. Comment voulez-vous qu'un père de famille laisse son enfant avec des cheveux tressés, il laisse sa fille avec des pantalons troués, il laisse son garçon avec des coiffures bizarres, et ça ne lui dit rien. Les parents doivent même regarder régulièrement les téléphones de leurs enfants, même s'ils ont 18 ans, s'assurer que ces enfants-là ne sont pas abonnés à des sites pornographiques et tout ça. Ça commence par la maison, ça commence par une bonne éducation. Avant, nous on avait l'éducation de nos parents, mais il y avait aussi la religion. On allait à la messe tous les dimanches. Il y avait une partie importante qui était consacrée à la notion de bien et de mal, de ce que l'enfant ne doit pas faire, qui va être considéré comme un péché. Mais aujourd'hui, les parents n'ont même pas le temps d'amener les enfants à la messe, ou alors pendant que les parents eux-mêmes sont complètement englués dans les églises de réveil, les enfants aussi se permettent n'importe quelle dérive. Donc aujourd'hui, ça commence d'abord par la maison. Si un enfant est bien éduqué à la maison, il a une éducation bien suivie, un suivi bien suivi, un suivi bien voilà, il ne peut pas tomber facilement dans ce genre de dérive à l'école. Bon, maintenant, arrivé à l'école, il y a les fréquentations. Les élèves viennent d'horizons divers et de milieux divers. Bon, cet enfant peut facilement être contaminé. Mais s'il est bien suivi par ses parents, je pense qu'il y a d'abord la plus grande responsabilité, commence par la maison. L'école ensuite. D'accord. Alors, donc, le titre de la nouvelle expression ce matin, le journal est revenu sur ce fait, parlant donc de Kribi avec 14 élèves exclus du lycée. Ce sont des élèves qui avaient déjà été présentés, en tout cas, lors d'un reportage, et surtout que c'est passé sur les différentes antennes aussi. On parle également dans la nouvelle expression ce matin de cet étranglement du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Donald Bis Kamgra. La stratégie des Toudi, l'arme de destruction la plus puissante, en tout cas, contre la nouvelle opposition qui aura été donc la réduction du mouvement pour la Renaissance du Cameroun en partie, Baham, puis Bamileke. Depuis la présidentielle de 2018, on a observé une montée en puissance du discours à caractère tribal dans l'espace public. Et cela a été davantage accentué lorsque les contestations du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et son leader Maurice Kamto ont commencé. On a observé cela depuis la campagne électorale et puis ensuite après la proclamation des résultats et jusqu'aujourd'hui ce discours de haine et notamment de haine tribale est presque incrusté dans le discours et les prises de position publique. Nous sommes dans un environnement où notre unité nationale n'est pas
encore consolidée, est encore fragile du fait de la jeunesse de nos États, mais aussi du fait d'un certain nombre de calculs politiciens, et c'est de ça que la nouvelle expression parle ce matin. La stratégie du pouvoir, manifestement, vise justement à présenter les adversaires qui peuvent potentiellement être des adversaires sérieux comme étant originaires soit du nord, soit du sud, soit de l'est et de l'ouest pour ce qui est du MRC précisément. Je voudrais rappeler que sur la question du tribalisme, j'ai une conception qui est que lorsque l'État décide d'adresser sérieusement une question, elle trouve des solutions. Sur la question de la haine, notamment de la haine tribale en politique, justement, les gens oublient souvent que nous avons adopté il y a quelques années, je crois en 2017 ou 2019, je crois, une loi contre le tribalisme. Jusqu'en 2010, on n'avait pas cette loi-là et dont les gens s'amusaient à dire vous êtes bêtis, vous cataloguez en fonction de vos origines sans être poursuivis. Alors depuis 2 ans, on a une loi contre le tribalisme, mais il ne me semble pas qu'un citoyen a été inquiété pour avoir soit injurié quelqu'un sur la base de son origine tribale ou ethnique sur la toile, alors qu'on voit ces actes-là presque chaque heure, notamment sur Facebook. Eh bien, on voit très bien que ces querelles à caractère ethnique et tribal servent les intérêts d'un certain nombre d'acteurs politiques qui s'en servent, et jusqu'au jour où on comprendra que la conservation de ce socle national, de cette unité nationale que nous appelons tous nos voeux, au-delà des discours politiciens, est quelque chose de fondamental. Alors, Flavien Valé-Ndongo, je rebondis pour dire que c'est certainement dans le sens de cette lutte contre la haine tribale et la haine que la commission du bilinguisme et du multiculturalisme est en train de se déployer pour lutter contre le discours de haine dans les réseaux sociaux. Parce que ce que Donald Brice-Kamra n'ignore pas, c'est qu'il y a tellement de haine, tellement de mauvaises paroles et tellement de violence dans les réseaux sociaux qu'il faudra bien qu'on commence à sévir. Mais seulement, quand vous allez sévir, on va arrêter quelqu'un pour avoir tenu des propos injurieux. C'est les journalistes eux-mêmes qui vont commencer à dire qu'on entrave sa liberté d'expression. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a parlé. Non, je dis que ça va justement être une excuse, parce que quand on va épingler quelqu'un pour des propos extrêmement graves, extrêmement durs, extrêmement tribaux, extrêmement violents, extrêmement haineux qu'il a proféré dans les réseaux sociaux, quand on va le poursuivre ou quand on va le condamner, c'est les journalistes eux-mêmes qui vont commencer à dire que c'est une entrave. Parce que moi je pense que le défi d'aujourd'hui, c'est un défi extrêmement important. Le défi justement de liquéfier cette vague de violence verbale et de haine qui trouve le meilleur terreau sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que les journalistes eux-mêmes devraient l'implémenter et la comprendre beaucoup plus que la commission du bilinguisme qui a commencé par une assemblée la semaine dernière. Mais non, ils vont certainement se jeter dans l'eau pour savoir maintenant comment détecter ces gens qui ne s'illustrent pas des propos haineux, et maintenant comment réprimer. Mais seulement la répression elle-même. J'aimerais bien voir jusqu'où elle pourra aller. L'État est le garant de la survie de la société. L'État doit montrer l'exemple. Et l'exemple, dans ce cas, justement, me semble-t-il, ne vient pas de l'État. Vous avez suivi les propos d'un haut responsable qui est encore en fonction, qui a tenu des propos extrêmement graves sur une tribu, sur notre média, le média public, que tous les Camerounais, pour lequel tous les Camerounais contribuent, et qui aujourd'hui est en fonction. Le porte-parole du gouvernement à l'époque avait pondu une sortie publique sans évoquer la question, se contentant de s'excuser auprès de l'État d'Israël qui l'avait incriminé. Ce sont des signes, parmi tant d'autres, qui montrent très bien qu'il y a des dividendes politiques qui sont tirés par la conservation et la préservation de ces discours et même la perpétuation de ces discours à caractère tribal. Alors, le sujet que vous évoquez, en tout cas, se trouve dans la nouvelle expression ce matin, par l'étranglement du mouvement pour la naissance du Cameroun, également avec la stratégie d'Etoudi et aussi le quotidien Le Messager qui a évoqué et qui parle de discours de haine avec l'offensive de la commission Moussongué, que l'on critique d'être un peu endormi depuis quelque temps. Et là, on peut lire la suite aussi dans le journal ce matin. Alors, le journal Le Messager parle de la dictature de l'agonie, parlant de la crise anglophone. C'est un autre sujet proposé par le journal ce matin. Oui, Sébastien Nadeau, qui est un député français connu pour sa verve et son verbe,
a fait une nouvelle sortie qui est relayée ce matin par nos confrères de Le Messager. Il interpelle le ministre français des Affaires étrangères sur l'indolence de la France sur les crises multiples au Cameroun et notamment la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles cette crise n'a pas le retentissement international, en tout cas au plan diplomatique, qui est attendu, c'est que un certain nombre de partenaires historiques du Cameroun, notamment la France, soutiennent la démarche des autorités camerounaises, même si dans les couloirs, il y a des pressions ça et là. Mais un pays comme la France reste l'un des derniers parapluies diplomatiques du Cameroun dans sa démarche actuelle de résolution de cette crise, une démarche qui a montré ses limites et qui appelle forcément des actions, des initiatives nouvelles. Sébastien Nadeau a jugé bon de remonter une fois de plus, ce n'est pas la première fois que ce député français le fait, de remonter une fois de plus au créneau pour interpeller la responsabilité de la France dans ce drame qui couvre sur nos yeux dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Camille. Sébastien Nadeau, c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir le verbe haut, qui dit ce qu'il pense, même si ce n'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on a raison. Mais moi, je pose une question. Première question, une question simple. Si c'était un journaliste français, camerounais, qui avait fait une telle interpellation du président français, est-ce qu'un journal français l'aurait répercuté de la même manière? Ça, c'est la première question que je pose. Quand un député camerounais parle comme ça de la France, est-ce qu'un journal français pouvait le faire de cette manière? Et de deux. Moi, je pense qu'il faudrait faire attention. La liberté d'expression, c'est quelque chose d'important. Sébastien Nadeau s'est élevé une fois contre la détention arbitraire de Amadou Vamouké. C'était un combat juste. Amadou Vamouké est en prison depuis 4 ans, pour rien. On n'a même pas encore ouvert une audience, mais il y a déjà eu 15 renvois et on est en train de s'acheminer vers le 17e. Mais quand il a fait parce qu'effectivement, il y avait tellement eu de bruit jusqu'au niveau les plus hauts de la presse française où Amadou Vamouké est connu pour sa probité et ses hautes qualités professionnelles. Mais quand M. Nadeau parle des problèmes de la guerre du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et qu'il qualifie de l'agonie, de la dictature de l'agonie, c'est tout simplement une véritable injure aux institutions camerounaises. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi que les gens fassent attention dans l'exploitation de ce genre de titre qui, en réalité, donne une vision réductrice et des autorités camerounaises et du gouvernement camerounais, de ses actions, et surtout qui ne tiennent pas compte de la réalité de ce terrain, la réalité de cette guerre. Que personne ne rêve, que personne ne pense qu'on peut régler ce problème de la crise anglophone parce que M. Macron va descendre ici, il va dire, bon, écoutez, asseyez, vous faites ceci, vous faites cela. M. Macron ne peut pas, n'a pas le pouvoir, n'a pas suffisamment d'envergure. Et ce n'est pas la France coloniale qui peut venir régler le problème de la crise anglophone aujourd'hui. La crise anglophone a des paramètres d'abord du terrain qui sont extrêmement complexes, qui font qu'aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des bandes armées, de criminels qui tuent les populations, qui kidnappent les enfants et exigent des rançons, que des gens qui se seraient engagés dans une démarche sécessionniste. Elle est devenue extrêmement complexe aujourd'hui. Et un député ne peut pas se permettre, du haut de derrière son petit doigt, de qualifier tout un régime et d'estimer que c'est parce que c'est une insulte. Et moi, je dis que faisons attention. Il a le droit de dire ce qu'il pense. C'est important. Le problème de la crise anglophone concerne même d'abord plus le gouvernement camerounais que les autres. Parce que vous voyez que malgré la crise du Sud-Ouest, malgré la crise de Boko Haram, malgré la crise de la frontière centrafricaine, l'État du Cameroun est même en train de gérer le retour des réfugiés nigériens qui sont en train de partir. Le Cameroun est à la croisée d'un nombre incalculable de crises. Mais la crise qui fait le plus mal, qui fait des tués chaque jour, des enfants qui sont tués, assassinés. Mais quand on estime que les personnes tuées, on prend les personnes tuées, on les met dans un seul sac, en vrac. Non, il y a des responsabilités, il y a des réalités qu'un député ne peut pas se permettre de caricaturer en parlant de dictature, de l'agonie. Moi, je pense qu'il faut une certaine... Le titre ici est proposé par le messager, voilà, de toute façon. Mais c'est contenu dans son expression. Flavien Valo, moi j'aurais vraiment souhaité que cette crise de colère-là vienne d'un député camerounais. Vous m'écoutez? J'aurais souhaité que cette crise de colère vienne d'un député camerounais. Je vous rappelle que la crise anglophone dont nous parlons date de 2016. Entre 2016 et 2021, il y a eu au moins 4 à 5 sessions parlementaires.
Nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Dans quelques jours, il y aura une autre rentrée parlementaire. Cette crise anglophone qui a fait près de 3000 morts, des milliers déplacés à la fois sur le plan interne et sur le plan externe, n'a jamais été inscrite en débat à l'Assemblée nationale. On se demande bien de quoi parlent nos députés. Une crise qui est pour l'instant l'une des pires que le renouveau, soutenu par une bonne partie de ces députés, aura connu, n'a pas inscrit en débat. C'est-à-dire les députés qui sont censés être les représentants du peuple et donc porter leurs préoccupations. J'ai été surpris, j'espère que Camille a aussi été, qu'un certain nombre de justement de ces députés-là écrivent au président américain pour lui demander bien de rapatrier des compatriotes, pour certains réfugiés aux États-Unis en raison de cette tension dans le nord-est du Sud. Il n'y a pas meilleure irresponsabilité que celle-là de la part des députés justement. Les paravents patriotiques et chauvinistes qu'on évoque souvent, solutions camerounaises, on voit bien que tout cela c'est de la littérature et qu'en face il y a des enjeux politiques, économiques que les uns et les autres tentent de préserver. La guerre donne beaucoup d'argent en termes d'armes, de munitions, ainsi de suite. Les uns et les autres, manifestement, n'ont pas intérêt à ce que la guerre s'achève. Pendant qu'on fait la littérature sur les plateaux de télévision tous les jours, les gens meurent. Et la solution, ce sera justement de montrer qu'on est patriote en adressant les problèmes à la racine. Et les racines de ces problèmes sont connues. Le messager de ce matin qui réchauffe en tout cas, puisqu'on sait quand même que c'est une actualité qui date de quelques jours, la crise anglophone avec la dictature de l'agonie, c'est le titre proposé par le journal. Je vous invite à lire l'article en page 13 de ce numéro en kiosque ce matin. On parle de rébellion contre l'État avec Iya Mohamed, indexé. C'est la nouvelle expression qui le dit. Le conseil de l'ex-directeur général de la des Cotons a fait donc une mise au point au sujet d'une vidéo qui le présente comme un des leaders d'un mouvement insurrectionnel. Un mouvement insurrectionnel qui est né dans les réseaux sociaux, dont on parle dans les réseaux sociaux, et que beaucoup considèrent comme une sorte d'épouvantail, parce qu'on se demande bien que représentera ce mouvement et jusqu'où peut-il aller et quelle est sa véritable motivation. Et on voit que ce matin que le conseil de M. Iya Mohamed fait bien de mettre les points sur les i et de dire que M. Iya Mohamed n'a rien à voir avec ce mouvement, ne cautionne rien du tout et comme s'il passe son nom, parce que lui, c'est pas son problème, il a ses propres problèmes qu'il est en train de gérer, il est en train de purger ses 15 ans de prison, vraiment qu'on le laisse tranquille. Mais parce que vous savez très bien que certains mouvements, quand ils naissent, ils veulent se donner une justification, ils veulent se donner une âme, ils veulent se donner des armes pour descendre sur le terrain. Mais à un moment où le Cameroun est lui-même tiraillé de toutes parts par des conflits divers, s'il faut qu'une nouvelle formation naisse, une nébuleuse naisse pour dire que non, nous allons libérer le Cameroun. Vous savez, il y a tellement de gens qui prétendent libérer le Cameroun depuis 1960 que on ne peut que compter un de plus dans cette logique. Mais au moment où cette nébuleuse a commencé à faire parler d'elle, il y a des gens qui se sont posés des questions. Qui est derrière? Qui est véritablement derrière? Peut-être que maintenant, cette nébuleuse est en train de vouloir montrer des gens qui peuvent être derrière, mais des gens qui ont un nom. Donald Bis, oui, en quelques secondes. Oui, comme a dit Camille, maître Eugène Balema Keng, qui est l'avocat de Iya Mohamed, pour ces circonstances-là, a pondu un communiqué pour démentir l'implication, le rapprochement qui est fait entre son client et le MLC, le mouvement de libération du Cameroun, un groupe qui dit opérer, d'après ses propres thèmes, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Iya Mohamed n'est pas le seul qui a été cité par ce groupe. L'ancien directeur général de la CRTV, Javier Mendoza, a été cité. Donc ils sont nombreux de toute façon. Ma famille Doya a été citée. Cela peut... Est-ce que ce groupe... je ne peux pas dire comme Camille que ce groupe n'a pas de moyens. Je constate simplement que ce groupe parle de son existence, quelles sont ses capacités de nuisance, jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose ce matin, rébellion contre l'État, Iya Mohamed, donc indexé. C'est à lire en page 3 de la nouvelle expression. Bonne journée à vous, demain, 9h20 sur Equinox.